Est-ce que la Russie est une menace directe pour la France? Eh bien, Gérard Araud, vous avez moins de 2 minutes pour me répondre. Oui, c'est une menace à nos intérêts de sécurité, une menace directe à nos intérêts de sécurité, oui. Je ne considère pas qu'à l'heure actuelle, la Russie soit une menace existentielle, mais c'est une menace à nos intérêts de sécurité. Quels intérêts, par exemple? Nos intérêts de sécurité, aujourd'hui, l'équilibre, le statu quo territorial en Europe est le statu quo le plus favorable que la France ait jamais eu en 1000 ans. Nos frontières ne sont menacées par personne, et la stabilité du continent est une stabilité de pays démocratiques. Donc, il n'y a aucune menace à nos frontières. Le problème, c'est que si il écrase l'Ukraine, ça veut dire d'abord que il aura réintroduit la guerre sur notre continent, que la guerre aura payé et que tous les pays européens auront été incapables d'assurer la défense de l'Ukraine. Donc vous avez d'un seul coup une Russie géopolitiquement beaucoup plus forte, et je dirais les premiers menacés, c'est évidemment la Lettonie et l'Estonie, les deux pays baltes. Parce que Vladimir Vladimirovitch se posera la question, est-ce que Trump va faire la guerre pour défendre l'Estonie ? La réponse est évidemment non, même si l'Estonie est membre de l'OTAN. Donc c'est une question qui est adressée à tous les Européens, et donc en particulier à la France. La Lettonie et l'Estonie sont vraiment des pays frontaliers. Minuscules et frontaliers, ce qui n'est pas le cas de la France. Exactement, oui, c'est tout à fait. Mais je dis j'essaye d'être le plus exact possible dans les excès des deux côtés. Hein. Les uns disent non, la Russie n'est pas une menace, c'est Algérie, comme s'il y avait un rapport, et les autres disent c'est une menace existentielle. Pour moi, c'est une menace à nos intérêts de sécurité. Une défaite de l'Ukraine porterait atteinte à nos intérêts de sécurité. C'est intéressant que vous mettiez en balance cette idée que certains diraient que la menace n'est pas la Russie, c'est l'Algérie, parce qu'on retrouve quand même un débat qui est vieux de 10 ans maintenant et qui remonte au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2014-2015, avec les débats qu'il y avait à Bruxelles. La France demandait de l'aide pour la lutte contre le djihadisme, après avoir été victime sur son sol des pires attentats de son histoire, et de l'autre, elle s'entendait répondre à Bruxelles, oui, non mais quand même, le danger, c'est pour la France, c'est Moscou. Donc, le danger pour l'Europe, c'est Moscou. Et donc, on n'a pas eu trop de solidarité européenne à ce moment-là. Alors, il y a plein d'éléments. Tout d'abord, moi, quand j'ai cité en disant c'est pas la Russie, c'est l'Algérie, je trouve ça absurde parce qu'il peut y avoir deux menaces. D'abord, il peut y avoir deux problèmes. Ce sont deux problèmes pour lesquels les instruments, les concepts sont totalement différents. Donc, vous savez, quand j'étais jeune, parce que ça m'est arrivé, quand je critiquais l'Union soviétique, on me répondait le Chili de Pinochet. En réalité, c'était une manière pour les gens de ne pas parler du RSS pour détourner la conversation. Et les gens qui disent par la Russie, c'est l'Algérie, voilà, exact. Alors à l'époque c'était la gauche, maintenant c'est plutôt la droite. Vous soulevez un vrai point qui fait que je suis toujours un petit peu sceptique sur l'idée d'une Europe géopolitique, c'est que évidemment, étant donné notre géographie, notre histoire, il est très difficile pour les 27 pays de l'Union européenne d'avoir la même vision géopolitique du monde. D'avoir le même ennemi. Les mêmes ennemis. Quand vous êtes à Lisbonne, évidemment que pour vous, la Russie, je ne suis pas sûr que les Portugais le sentent comme une menace directe. Mais si vous êtes à Tallinn ou si vous êtes à Varsovie, avec cette histoire infiniment tragique de la Pologne, évidemment que vous avez cette réaction. Vous savez, lorsque nos amis turcs ont menacé la Grèce et Chypre d'envoyer un navire d'exploration dans les eaux, il y a un seul pays qui a réagi au secours de la Grèce et Chypre, c'est la France. Voyez, donc voilà, c'est cette division inévitable, division géopolitique des Européens, mais en tout cas, et pour moi, sur l'Ukraine, que jusqu'à maintenant, on est à peu près tenu avec des divisions, avec le cas hongrois, je trouve que c'est quasiment un miracle. Que peut espérer Zelensky ?
C'est une véritable tragédie pour son pays. Le pays est envahi, martyrisé depuis 3 ans, et là, son principal soutien est en train de le poignarder dans le dos avec une brutalité insensée, notamment en le privant son armée de tous les renseignements dont elle avait besoin. Certains en viennent même à se demander si les Américains n'ont pas transmis des informations sur le dispositif ukrainien à Koursk. Bon, apparemment, en tous les cas, Elon Musk redit ces dernières heures que le dispositif Starlink... Et qu'il ne va pas couper Starlink. Reste au service de l'Ukraine, et en tous les cas, qu'il ne va pas être coupé. On précise quand même que c'est ce dispositif-là qui a permis, dans les premières heures de la guerre, à l'Ukraine de tenir. Toujours. Et puis, les informations, les renseignements américains. Et puis, c'est les renseignements américains. Vous vous rappelez que les Européens disaient, et Zelensky d'ailleurs disait non, la Russie ne va pas attaquer. Les Américains disaient oui, ils vont attaquer. Et ils ont effectivement attaqué. Donc, vous avez un Zelensky qui est poignardé dans le dos, qui veut, au fond, vous savez, il est beaucoup plus réaliste qu'on ne le pense. Et il sait très bien que les territoires occupés par les Russes ne seront pas récupérés. Et maintenant, son défi, c'est d'obtenir une forme de garantie de sécurité pour ce qui restera de l'Ukraine. Et donc, il se débat. C'est quasiment tragique. Moi, je suis plein de compassion pour l'homme qui se débat pour essayer de défendre l'indépendance de son pays. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut espérer? C'est un arrêt. Il peut espérer à la faveur de combats qui continueraient, à la faveur d'un soutien européen, grappiller encore du terrain? Moi, je pense, et cela, ça m'a d'ailleurs différencié un petit peu sur les plateaux de télévision. Moi, je pense, au moins depuis 2023, depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne, que l'Ukraine, quel que soit le courage de son armée qui est indéniable, l'Ukraine ne pourra pas reconquérir les territoires perdus. Et vous savez, c'est une déclaration, là je cite le chef de l'état-major de l'armée américaine, qui n'était pas un pacifiste mou, et un pro-russe. Et donc les Européens se sont enfermés, mais je le comprends pour de multiples raisons, dans un maximalisme juridique. Parce que du coup, ils disaient en permanence, il faut que l'Ukraine récupère tous les territoires perdus. Et c'était impossible, et tout le monde le savait, et donc les Européens se sont exclus finalement de tout processus de paix, de toute négociation. Et lorsque Trump arrive en disant, d'abord il dit sur les lignes de front, cessez-le-feu ou armistice sur les lignes de front, garantie de sécurité à l'Ukraine, c'est du bon sens pour moi. Le problème ensuite, c'est que la manière dont il négocie ou il négocie pas est abominable. Votre point de vue d'ailleurs sur ces images, sur le clash Trump-Vance versus Zelensky? D'abord, je dirais que c'était pas un piège, c'était Zelensky a commis une erreur que je peux comprendre, parce que voir son pays trahi, abandonné par son principal allié, ça peut rendre nerveux. En plus, c'était pas sa langue. Avec Trump, si dur que ce soit, parce qu'il dit n'importe quoi, il ne faut jamais le contredire. Si vous le faites, vous le contredisez, ça déclenche immédiatement une escalade verbale qui peut aller très loin, et elle est allée très loin. Zelensky aurait dû savoir que Trump le déteste pour une histoire qui remonte à la tentative de destitution lancée par les démocrates. Trump est convaincu que c'est que ce sont les Ukrainiens qui ont transmis les informations aux démocrates. Et Trump est vindicatif. Donc, on lui est tombé dessus. Il ne cherchait qu'une occasion pour lui tomber dessus. Vance et Trump, à l'origine, disons-le, Zelensky aurait dû avaler son chapeau. Et d'ailleurs, il l'a avalé ensuite, en disant qu'il trouvait l'incident regrettable et qu'il était prêt à signer cet accord sur les minerais, qui n'est, il faut bien dire, qu'un accord de raquette américain. Jusqu'où peut aller... D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a réellement un rapprochement entre la Russie et les États-Unis? Je pense que, d'abord, premièrement, Trump se moque éperdument d'Ukraine. Trump a une conviction profonde, il veut extraire les États-Unis de tous les conflits où ils sont directement ou indirectement engagés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des nouvelles assez étonnantes sur une négociation entre les États-Unis et le Hamas. Et donc Trump donc est prêt à abandonner, il faut bien dire, l'Ukraine à son sort, pourvu qu'il puisse aller devant Fox News et de dire j'ai rétabli la paix, je suis un sauveur.
Deuxièmement, Trump aime bien les hommes forts, les dictateurs. Il pense qu'avec eux, il peut avoir des rapports, il peut avoir de vrais engagements. Il croit que la diplomatie, ça se fait d'homme à homme. Donc... Et puis, il a toujours cette vision affairiste et aussi d'affaires. Et il pense que les États-Unis peuvent faire pas mal de choses avec la Russie, notamment face à la Chine. Mais non, ce n'est pas un agent de la Russie, en tout état de cause. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Même si ça avait été un agent de la Russie, maintenant, de façon... Personne ne le tient. Personne ne peut tenir le président des États-Unis. C'est même s'il avait couché avec une espionne du KGB ou du FSB aux longues jambes, ce que j'espère pour lui, c'est pas en lui sortant les photos que ça changera rien. Donc je pense pas que, évidemment, j'ai pas les preuves, mais maintenant il a atteint un tel niveau que plus personne ne peut vraiment l'influencer ou lui tordre le bras. Jusqu'où peut aller la rupture d'alliance entre l'Europe et les États-Unis ? Vous savez, je suis convaincu depuis longtemps que les États-Unis quittent l'Europe. Ou devaient quitter l'Europe et maintenant la quittent. Je suis convaincu que si Kamala Harris avait été élue, la situation n'aurait pas été si différente. Kamala Harris, moi j'étais à Washington, je connais toute l'équipe de Kamala Harris par définition. Ils voulaient négocier et mettre un terme à cette guerre en Ukraine. Les Américains considèrent que c'était une guerre qui n'était pas essentielle pour eux, qui les distrayait, si j'ose dire, de la réalité du vrai ennemi qui est la Chine. Et donc les Américains voulaient partir, les Américains voulaient négocier. Alors évidemment, après, la méthode, c'est différent. Parfois, j'explique que si elle avait été élue, ils auraient fermé la porte poliment en nous disant au revoir. Là, ils nous claquent la porte sur les doigts. Donc ça fait mal. Mais je crois que de toute façon... Nous entrons dans une période où pour les États-Unis, l'Europe n'est plus vraiment importante. Est-ce que ça avait été initié à la fin des années 2000 par les propos du secrétaire d'État Robert Gates, qui était le secrétaire d'État à la Défense à la fois de Bush et ensuite d'Obama, qui déjà avait mis sur la table une sortie... progressive des États-Unis de l'OTAN. Oui, et puis vous avez eu ensuite Obama. Vous savez, à l'époque de la crise du Brexit, j'allais voir la Conseil national de sécurité d'Obama pour lui dire vous devriez faire quelque chose, et elle me répondait the president is not interested. Le président n'est pas intéressé. N'oubliez pas, il était né à Hawaï, il avait fait son collège en Californie. Et quand vous vivez aux États-Unis, vous sentez physiquement que les États-Unis s'éloignent de l'Europe. Pour eux, en plus, c'est des pragmatiques. Pour eux, nous sommes un peu la vieille dame, gentille. On va passer les vacances chez nous, naturellement, mais nous ne sommes pas à venir. Comme dirait le pape François. Est-ce que, pour reprendre la formule du colonel Père de Jean, on a réalisé qu'on était, nous, Européens, un nain militaire, et nous, Français, qui ne peut pas agir dans le domaine diplomatique ? Non, alors je vois pas pourquoi on peut pas agir dans le domaine diplomatique, hein, sinon ce serait renier quand même 40 ans de ma carrière. C'est vraiment... C'est ça que je me permettais de vous poser la question. Voilà, exactement. Nous existons, et vous savez, au Quai d'Orsay, et cela depuis 40 ans, on a toujours dit, nous sommes en première classe avec un billet de seconde. Et donc, on se débrouille pas mal, on prend des initiatives, et on est présent sur la scène. Et aujourd'hui, quoi qu'on pense du président de la République, il est évident qu'il est au centre du jeu diplomatique européen. Militairement, voilà, nous avons voulu avoir, vous savez, une armée dans tous les domaines. Il faut, par rapport à la menace qui se précise, il va falloir réarmer. Dans l'actualité aussi, Gérard Araud, la guerre à Gaza qui continue. Un rapport accablant sur l'armée israélienne le 7 octobre a été rendu par Tsahal. Un commentaire ? Vous savez, je rappelle souvent, c'est que ce qui différencie l'attaque du Hamas, les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, des autres incidents, c'est finalement sa réussite, entre guillemets. Parce que régulièrement, le Hamas lançait ce genre d'attaque. Il l'a lancé en 2011, en 2014, en 2018. Et là, je pense, et des témoignages, ils ont été surpris eux-mêmes de leur succès. C'est entré comme dans du beurre et ils ne s'y attendaient pas sur la base des opérations précédentes. Il y a un fiasco sécuritaire israélien, c'est une évidence.
C'est pas pour innocenter le Hamas, mais il y a un fiasco sécuritaire, et Israël étant Israël, il était évident qu'un jour ou l'autre, eh bien, les responsables devraient payer. Donc il y a déjà eu des généraux qui ont démissionné, hein, mais évidemment, tous les regards se tournent vers Benjamin Netanyahou. Est-ce que l'extinction de l'électricité pour Gaza peut aider à résoudre le dossier des otages? Évidemment pas. C'est un crime de guerre, parce que l'électricité, il y a dans ce territoire minuscule où s'entassent 2 millions de personnes dans des conditions sanitaires abominables, il y a une usine de retraitement d'eau, hein, il faut bien qu'ils aient de l'eau, et donc ça voudra dire que l'usine s'arrête. Vous évoquez justement des négociations américaines avec le Hamas. Ça voudrait dire, selon vous, que Washington serait prêt à lâcher le gouvernement Netanyahou? Oui, c'est un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait déjà été pour la négociation, hein, sur ce cessez-le-feu dans lequel, vous savez, en plusieurs phases, il y avait au début, Netanyahou ne voulait pas le signer. Et c'était juste au moment où allait arriver l'administration Trump, et on a eu très clairement l'impression que l'administration Trump tordait le bras de Netanyahou pour le forcer à accepter l'accord. Une des caractéristiques de l'administration Trump, c'est qu'elle n'a pas d'alliés. Elle n'a pas d'amis, il y a les intérêts américains. C'est ça le néo-isolationnisme. Hein. Et donc, contrairement à ce que certains pouvaient penser, Donald Trump, s'il juge que l'intérêt national américain, c'est de mettre un terme au conflit à Gaza, il sera prêt à le faire sans tenir vraiment compte des intérêts israéliens, si nécessaire, comme il veut faire la paix en Ukraine sans tenir compte des intérêts ukrainiens, parce que lui, il n'a rien à faire des intérêts ukrainiens, et je pense qu'il peut là aussi sacrifier la politique du gouvernement israélien, ce qui n'est pas la même chose qu'Israël. Et ça pourrait aboutir à quoi comme résultat? Ça voudra dire l'échec stratégique d'Israël. Ça voudra dire que la bande de Gaza reste sous le contrôle du Hamas. C'est-à-dire qu'on aura rasé à 90% la bande de Hamas, la bande de Gaza, qu'il y aura eu des dizaines de milliers de morts civiles, et on aura fait une opération plomb durci, l'opération de 2009, XXL finalement. C'est ça que vous dites. Exactement. Merci beaucoup Gérard Haro. Je signale au passage la parution aux poches de Nous étions seuls. C'est votre récit passionnant de l'isolement de la France sur la scène diplomatique à partir de 1919 face à la montée du nazisme. C'est vraiment très très éclairant sur la façon dont les Britanniques et les Américains ont traité la diplomatie française. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez quel est le jeu finalement britannico-américain ou américano-britannique par rapport à la rivalité franco-allemande, à la fois à cette époque-là, mais également en 1945, et on comprend mieux pourquoi la France s'est retrouvée en première classe avec un billet de deuxième, voire de troisième classe. Merci beaucoup, Gérard.